Oui, oui, ça m'oublie. Moi aussi, ça m'oublie. Je sais pas, je me suis pas connectée. Bonsoir, je vous propose de commencer. Je crois qu'il y a un ou deux retardataires, mais ils prendront en cours de route. Thomas Guiraud, chargé d'appel. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Armand Rivière, Rachel Sacussi, Manuel Bourguin, absent, procuration, Garcin. Aurélie Mialon, Présent. Jean-Marie Bousquet, Présent. Julie Garcin-Sodo. L'arrivée est en retard, elle est partie de Montpellier, un peu en retard. Thomas Guiraud, il est là. Daniel Desmoulins, Présent. René Verdeil, Robert Vivares, Absent, procuration, M. Bousquet. Marie Balestero, Daniel Azemar, Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, Absent, procuration, Mme Mialon. François Castillo, Présent. Katia Siette, Présent. Georges Lopez, Nadia Bentahar, William Santos, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Absent, procuration, Mme Sacussi. Anne Jutra de Germain, Absente, procuration, M. Verdeil. Géraldine Bousquet, Marie-Hélène Chassagne, Absente, procuration, M. Lopez. Alain Vogel-Singer, Valérie Forme, Kevin Vertichon, Absent, procuration, Mme Forme. Annick Sadje et Serge Ivora. Et merci. Donc, on va dérouler l'ordre du jour. D'abord, avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2023. Est-ce qu'il appelle des observations de votre part? Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Je passe la parole à Marie Balestero pour le renouvellement des élus dans le Conseil citoyen de la transition écologique suite à la démission de Patrick Delbach et de Gilbert Castinera. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, suite aux démissions des deux élus, donc Patrick Delbach et Gilbert Castinera, Monsieur le maire propose au conseil municipal de désigner donc les élus suivants qui siégeront au sein du collège des élus du conseil citoyen de la transition écologique. Donc à savoir moi-même, Marie Balestero, Madame Anne Sutra de Germain, conseillère municipale déléguée à l'agriculture et à la viticulture, Madame Marie-Hélène Chassagne, conseillère municipale, Madame Géraldine Bousquet, conseillère municipale, Monsieur Georges Lopez, conseiller municipal délégué au commerce local, foire, marché, occupation du domaine public à titre commercial, et Madame Valérie Forme, conseillère municipale. Voilà, donc les nouvelles entrantes sont Marie-Hélène Chassagne et Géraldine Bousquet dans ce conseil de citoyens de la transition écologique. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et Daniel Azemar pour le vœu sur les territoires zéro chômeur qui nationalement ont quelques inquiétudes mais qui vont être dissipées, on n'en doute pas. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc ce vœu de soutien est relatif au budget de l'expérimentation territoire zéro chômeur pour 2024 et il est présenté par la ville après accord du conseil. Alors que la contribution destinée à financer les emplois créés était calculée sur la base de 102% du SMIC brut depuis plusieurs années, l'arrêté publié le 4 septembre 2023 prévoit une baisse de ce taux à 95% à partir du 1er octobre 2023. Je me permets d'apporter une précision au texte tel qu'il est écrit. Je précise que par effet domino, la baisse de la contribution de l'État fait également baisser celle du département, qui en constitue un pourcentage, puisqu'il y a 15% de subvention de l'État qui est apportée par le département. Donc cette baisse représente concrètement plusieurs millions d'euros en moins alloués cette année à l'expérimentation. En limitant le financement des emplois en entreprise à but d'emploi, cette baisse est de nature à fragiliser le modèle économique d'un grand nombre de BE, voire mettre à mal un principe fondamental du projet, à savoir l'atteinte de l'exhaustivité, en ne garantissant pas l'accès à l'emploi de toutes les personnes volontaires.
En effet, c'est bien pour parvenir à mettre fin à la privation durable d'emploi sur le territoire que les entreprises à but d'emploi embauchent les personnes concernées sans sélection, en CDI à temps choisi. Comment, dès lors, atteindre cette exhaustivité prévue par la loi si les moyens alloués par la puissance publique ne sont pas à la hauteur des besoins? Après avoir pris connaissance de la baisse de cette contribution destinée à financer les emplois créés dans les territoires zéro chômeur de longue durée, les acteurs des 58 territoires zéro chômeur de longue durée habilités viennent de prendre connaissance du montant de l'enveloppe allouée à l'expérimentation au projet de loi de finances 2024, à savoir 69 millions d'euros. Ces moyens sont notoirement insuffisants. Ils reviennent à geler l'expérimentation en mettant à mal l'un des principes fondamentaux du projet, l'atteinte de l'exhaustivité, en ne garantissant pas l'accès à l'emploi de toutes les personnes privées durablement d'emploi et volontaires pour travailler. A fortiori, sans hausse du budget, la perspective d'habilitation de territoires supplémentaires est totalement irréaliste, alors que l'engagement avait été pris de ne laisser aucun territoire prêt sur le bord du chemin et que plusieurs dizaines de territoires se préparent pour expérimenter la mise en œuvre du droit à l'emploi. A fortiori, sans hausse du budget, la perspective d'habilitation de territoires supplémentaires est totalement... Je viens de le dire, non, il me semble? Pardon. Je reprends, excusez-moi, je relis 2 fois la même phrase. Dès lors, comment comprendre ce coup d'arrêt mis à territoire zéro chômeur de longue durée alors que le président de la République s'est engagé par écrit à allouer les moyens nécessaires aux acteurs tout au long de l'expérimentation, que le gouvernement porte l'objectif du plein emploi, que l'expérimentation fait ses preuves dans les territoires et qu'elle inspire nombre d'acteurs et de gouvernements bien au-delà de nos frontières. Aussi, considérant l'objectif du président de la République de ramener le taux de chômage sous la barre des 5% d'ici 4 ans, considérant les quelques 2,5 millions de personnes actuellement privées d'emploi, considérant l'accroissement des inégalités et la paupérisation grandissante d'une partie de la population touchée de plein fouet par les problématiques d'inflation et d'érosion du pouvoir d'achat, considérant l'importance des politiques d'insertion et du retour à l'emploi comme outil de lutte contre ces mêmes processus d'appauvrissement et de précarisation, considérant enfin la pertinence économique, sociale et territoriale du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, depuis son lancement en 2016, avec pour preuve l'habilitation de 58 territoires, la volonté d'une centaine d'autres de s'engager dans l'expérimentation, la sortie de la privation durable d'emploi de 3600 personnes et la volonté exprimée par d'autres pays de l'Union européenne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, qui dupliquent notre modèle. Considérant ces 3 années de co-construction ayant permis le dépôt du dossier de candidature de PESNAS le 20 septembre 2023 par l'équipe projet, sur la base du travail réalisé par un collectif constitué d'élus, d'agents des collectivités, d'associations, d'institutions, de citoyens engagés et de personnes privées d'emploi. Pour toutes ces raisons, en cohérence avec la position explicitée officiellement le 2 octobre 2023 par les membres fondateurs et partenaires de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, notre commune, pleinement engagée dans la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée à PESNAS, demande au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion d'abonder de 20 millions d'euros l'enveloppe allouée à l'expérimentation pour 2024. Seuls ces moyens supplémentaires sont de nature à garantir aux acteurs de l'expérimentation les moyens nécessaires à l'application de la loi que le Parlement a votée à l'unanimité en 2020. Merci Daniel, et simplement peut-être préciser qu'il serait désagréable tant pour l'équipe projet que pour les élus et les collectivités qui défendent ces projets que le choix soit fait sur la date d'arrivée d'un dossier et non sur sa qualité, que les dossiers puissent être retoqués parce qu'ils ne sont pas complets, pas suffisamment préparés, pas en concordance avec le territoire ou avec l'aspiration de cette expérimentation, ça pourrait se comprendre. C'est objectif, peut-être subjectif aussi, mais ce serait tangible et mesuré sur quelque chose, que ce soit parce qu'il manque 20 millions sur le budget de l'État ou parce qu'il a été l'enveloppe a été réduite de 20 millions à la hauteur du budget de l'État. Ça représente peu, même si on sait tous les difficultés à monter un budget et que le montage d'un budget est fait d'un choix, mais que ces 20 millions-là fassent que ça soit une date d'arrivée qui choisisse que oui ou non un territoire sera demain habilité, ça serait désagréable. Ce serait d'autant plus désagréable parce que
je crois que ce qui est, en tout cas on le voit à Pézenas, mais pour avoir les témoignages d'autres territoires, ce qui est formidable dans cette aventure, c'est pas tant que les élus, les associations, les bénévoles, les institutions s'engagent, parce qu'on a l'habitude de les voir s'engager, de travailler des dossiers, parfois d'échouer pour une raison ou une autre, mais c'est que les personnes privées durablement d'emploi, qui depuis 3 ans chez nous travaillent aussi à ce dossier sans savoir si l'horizon sera le succès, mais qu'à un moment, ces gens qui peut-être ne croyaient plus à la parole publique, à l'engagement collectif, puissent avoir une déception simplement parce qu'une enveloppe où un engagement a été pris a été réduit de 20 millions, ça serait totalement désagréable dans la période où on est, où chacun, je crois, on veut lutter aussi contre des formes d'extrémisme, et ça serait rejeter ces gens-là à d'autres solutions qu'à celle de l'engagement collectif et de la parole publique et de l'action publique. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a souhaité que cette motion soit là. On a adressé un courrier aux parlementaires, on commence à avoir des réponses, mais je crois aussi que ce combat, il doit être public parce que au-delà du projet même Picénois, c'est presque un enjeu de société quand on se dit que qu'il y a de plus en plus d'abstention, que les gens décrochent de plus en plus, que la parole publique est plus écoutée, avec un projet concret, de la participation citoyenne concrète, sans forcément le dire ou sans forcément le mettre en avant. On a vu des gens se réinvestir et même revenir à des temps officiels, de rendez-vous publics, de dire oui, puisque la collectivité s'engage pour nous, on va aussi s'engager pour elle. Et je crois que voir ça s'effondrer comme un château de cartes juste sur un choix comptable, ça serait vraiment désagréable. Et le jeu vaut la chandelle d'essayer encore d'agiter nos réseaux publiquement et par courrier peut-être plus discret ou non rendu public pour que le choix puisse être inversé. On sait que quelques batailles ont été menées et gagnées à l'Assemblée. On sait aussi que ce volet-là va faire l'objet d'un 49 droit. Donc le texte peut être, les amendements peuvent être réécrits ou rejetés à ce moment-là. Donc il est encore temps, nous, de nous exprimer publiquement. Ça préjuge pas du résultat final de Pézenas parce qu'on pourrait passer, même, on passera quoi qu'il arrive, hein, on y croit, même avec ou sans ces 20 millions. Mais je crois qu'il y a d'autres territoires qui attendent, parfois plus organisés que nous paradoxalement, mais qui déposeront après nous. Et ça serait quand même dommage qu'ils ne soient pas jugés sur leur travail, mais simplement sur une ligne du budget de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le point 4 appelle un protocole d'accord transactionnel entre la commune de Pézenas et Madame Aurore Vasquez, épouse Calas, pour l'enseigne Salon Pilou. Vous savez que nous avions préempté le salon de coiffure situé sur la place du 14 juillet, au 10 place du 14 juillet, à côté de la brasserie Côté Sud, qui était marquée depuis longtemps sur les plans de la ville comme frappé d'alignement s'il y avait vente par le propriétaire ou acquisition par la ville. Il se trouve qu'il y avait toujours une activité évidemment dans ce salon de coiffure, donc il fallait aussi s'entendre éventuellement sur une indemnité d'éviction si la personne souhaitait plus exercer là et à terme de toute façon ne plus exercer là et donc reconstruire une activité ailleurs ou en tout cas redébuter un projet ailleurs. Donc après différentes discussions et conseils aussi des avocats de chaque partie, nous sommes arrivés à une conclusion et à cet accord où la somme finale que la commune verserait serait de 45 496,40 € afin qu'on puisse dédommager donc la personne qui a exercé son activité dans ce salon. Donc il faut, par ce conseil municipal, m'autoriser à signer les différents actes qui dédommageront cette personne pour qu'elle puisse reprendre son activité ou une autre activité ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Rachel Sacussi, qui est impatiente, pas impatiente, mais me fait remarquer que j'ai oublié de la désigner ou de la proposer comme secrétaire de séance. Donc je le fais après coup, sauf s'il y a un candidat qui veut faire secrétaire de séance sur un peu plus la moitié. Merci Rachel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.
J'étais tellement affairé par le sujet du conseil que j'ai oublié le secrétaire de séance. J'en suis désolé. Le point 5, je vous le présente aussi, c'est l'adhésion au CEREMA. Le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un lieu de conseil, de mise en commun d'expériences, d'accompagnement des collectivités auxquelles on peut avoir recours parfois sans y être adhérent, mais en y étant adhérent, nous avons recours un peu plus d'expertise et parfois aussi à des abattements sur ces prestations. Ils travaillent beaucoup sur les mobilités, sur le risque naturel aussi, sur la nature en ville. Et donc, il nous a paru opportun parce que souvent on y fait référence, voire on va chercher sa littérature, de pouvoir y adhérer. C'est une adhésion qui est à 500 € annuels, ce qui reste modeste par rapport à l'activité que le CEREMA peut nous fournir. Il faut donc à la fois valider cette adhésion et également désigner quelqu'un qui nous représenterait au sein du CEREMA lorsqu'il le faut, notamment aux assemblées générales. Et je propose que Marie Ballesteros puisse nous y représenter lorsqu'il y aura besoin de se rendre à des réunions institutionnelles du CEREMA où les collectivités adhérentes sont invitées. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie et je passe la parole à Julie Garcin-Sodo pour l'OPARU. Très bien, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le petit retard. Donc, Monsieur le maire rappelle que le 25 septembre dernier, le Conseil communautaire Hérault-Méditerranée a approuvé la convention OPARU multi-site 2024-2028. Il est rappelé que ce dispositif a pris fin en mars 2023 et qu'une étude préopérationnelle a été engagée dans le courant de l'année 2023 afin de diagnostiquer sur les communes précitées dans le but de déterminer les enjeux et les actions du futur dispositif opérationnel, à mettre en place la pertinence de nos OPARU multi-sites sur ces communes, dont la CAM doit signer une convention avec l'ANA et les communes concernées qui prend plusieurs points. Je rappelle, ce sont les aides aux façades, etc. Donc les enjeux, changer l'image des centres anciens, notamment à travers la requalification d'îlots stratégiques et des aménagements urbains de qualité, augmenter l'attractivité des centres anciens par le biais de stratégies, ouvrir le centre ancien sur le reste du territoire, favoriser son accessibilité, implanter et maintenir les équipements publics. Concernant l'habitat sociaux, rééquilibrer le peuplement, renforcer la mixité sociale, requalifier un parc dégradé, parfois insalubre, réduire l'impact énergétique du parc de logements anciens en favorisant des travaux ciblés sur les économies d'énergie, garantir aux locataires des conditions de logement décents, maintenir les occupants âgés ou handicapés dans leur logement, produire une offre en accession abordable en début de parcours résidentiel pour attirer les nouveaux habitants, produire une offre en logement à loyer maîtrisé de qualité. Côté économique, c'est dynamiser le tissu commercial en centre-ville, favoriser l'implantation des commerces, valoriser le patrimoine en ce qui concerne le patrimoniaux, la qualité, donc valoriser la qualité des aménagements réalisés sur l'espace public, préserver le patrimoine architectural lors des interventions de l'habitat. Et dans les volets actions, la Convention décrit de manière détaillée le programme d'action des différents volets d'intervention. Ces volets sont volets urbains, fonciers, immobiliers, lutte contre l'habitat indigne et dégradé, le volet copropriété en difficulté. Ces objectifs sont en adéquation avec les enjeux cités ci-dessus. Les objectifs globaux à Pézenas pour les 5 ans sont évalués à 135 logements minimum, donc avec un tableau de propositions d'intervention sur l'OPARU, puisque chaque commune, dont Montagnac, Florensac, Bessan, ont travaillé avec leur cible et leur objectif sur ce parcours à venir. Voilà. Non, je continue. Excusez-moi. Les financements, donc les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'ANA pour l'opération sont de 3 193 090 €. Vous avez le tableau en détail avec les aides aux travaux, les aides à l'ingénierie, donc sur 5 ans évidemment. Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la CAM pour l'opération sont de 1 030 550 € avec l'aide aux travaux de 782 400 €, l'aide d'ingénierie 248 150 €. Pour les 5 années, le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées pour les communes à l'opération est de 584 680 €, dont 306 500 € pour Pézenas.
Monsieur le maire sollicite le conseil municipal l'autorisation de signer cette convention au PARU 2024-2028. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la convention ou le renouvellement de convention? Oui. On peut profiter de ce renouvellement de convention pour avoir un petit point sur les différents dispositifs, style révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur, résorption de l'habitat insalubre, etc. Nous dire un peu où on en est et de quelle manière tout cela va s'articuler en fonction de cette nouvelle délibération. Alors, révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur, il se trouve qu'on attend que l'État réenclenche le dossier puisque la première version où les documents et le travail fourni sur la première version n'a pas été considéré comme suffisamment qualitatif ou en tout cas apportant suffisamment d'éléments pour être pris en considération dans le travail final et pouvoir amener une révision et une adoption du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Donc on attend, la problématique était la même sur Béziers, donc l'État a commencé à solutionner la question de Béziers. Je parle sous couvert de Julie si elle veut compléter, et on attend donc maintenant que la suite puisse prendre à Pézenas, sachant qu'il y aura quand même une enveloppe financière à trouver assez conséquente, donc il faudra à ce moment-là discuter et l'intégrer dans nos budgets, sachant aussi que pour différentes raisons, il n'y a pas eu à payer la première, enfin de notre côté, il n'a pas eu à payer la première enveloppe, mais que l'État a quand même payé, je crois, le travail. Sur l'opération de résorption d'habitat, enfin d'habitat insalubre, qui était enclenchée, elle s'est soldée par un constat, c'est que l'argent public pour simplement rénover, enfin faire de 2 maisons une, c'était le bilan final, donc entre les rues Juvenel et la rue j'ai perdu le nom de la rue de Danny Boutique, l'ancienne rue de Danny Boutique. Barbès, voilà, j'allais dire Barème parce que j'ai toujours le poulet en tête, mais c'est pas ça. Mais en fait, voilà, en réalité, ce qui était faisable, c'était de racheter, moyennant aussi l'accord des propriétaires ou des locataires en place, seulement 2 maisons, d'en faire une. Il y avait je crois entre 1 et 2 millions d'argent public in fine uniquement pour ça, et encore nous livrions des plateaux pour un aménageur futur qui lui aurait certainement revendu et emménagé et fait un bénéfice. Donc la collectivité, puisque c'était à la ville que c'était demandé, pour le coup, n'avait pas les moyens pour une si simple opération, même si elle aurait été importante et certainement opportune, d'y aller jusqu'au bout. La question est de recalibrer l'étude ou de relancer une étude sur une autre partie qui serait sur les rues un peu plus éloignées de la rue Conti, et donc plutôt rue Baraterie et autres, où le sentiment est que l'habitat est encore plus contraint et dégradé, mais à ce jour, ça faisait partie un peu de discussion que nous avons eu sur le PARU, où nous n'avons pas pour l'instant réenclenché vraiment d'études sur ce sujet-là. Il faudra pourtant le reprendre parce que vous le savez, c'est des dossiers longs qui mobilisent aussi beaucoup de financement public et surtout qui appellent aussi à des solutions humaines et personnelles, parce que il y a à la fois des personnes locataires, des personnes propriétaires habitantes, parfois dans des conditions très dégradées, mais il faut aussi et les reloger et les convaincre de bien vouloir quitter leur logement. Donc c'est un dossier qui est à reprendre presque à zéro, même s'il y a un fonds d'études, pour décaler la zone d'études effective, voilà, la conclusion était qu'entre la rue Conti et la Fontaine Juvenel, enfin, le potentiel n'était pas forcément le plus pertinent pour investir l'argent public dessus. Julie, est-ce que j'ai... Oui, non, bon, c'est vrai que le projet était avancé quand on est arrivé, enfin avancé, était à l'étude, et on a tous conclu, que ce périmètre-là et le secteur et les maisons qui avaient été, puisqu'il y avait un autre îlot aussi qui était en travail dessus, c'était énormément d'argent public, ce qui
de notre responsabilité de le dépenser à bon escient pour un résultat qui n'était même pas optimal. Donc du coup, on a appelé fichier orienté, augmenter, travailler plus sur les aides aussi à la rénovation. Et après, on travaille au quotidien avec les services pour tous ces quartiers, donc ce qui des fois ne plaît pas aux promoteurs, mais on a quand même au PLU des contraintes où quand on compte acheter un immeuble et faire des petites cages à lapins, nous on contraint en disant il va falloir trouver une place de stationnement si vous êtes en dessous de 65 mètres carrés. Donc disons que c'est des petits règlements qui font qu'on arrive aussi à donner un schéma et d'imaginer que ces quartiers arrêteront d'être des petites surfaces et surtout éviter d'être logement de dortoir. Voilà. Donc on est encore dessus. On a d'autres problématiques que les collègues d'à côté, mais on y travaille. Il y a aussi à voir, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de retour, mais de savoir si les dispositifs fiscaux avec Petite Ville de demain vont avoir une pertinence dans le cœur de ville, comme ça peut être le cas sur Action Cœur de Ville ou autre, ou si vraiment il faut revenir avec un emménageur, mais il faut aussi trouver l'emménageur sur quelque chose de plus important et de plus massif sur les finances publiques. Est-ce qu'on peut passer aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Je dois vous présenter, donc, comme chaque année, le rapport d'activité de la CEMOP Saint-Christol que vous avez reçu avec ses annexes par WeTransfer. Donc, ce rapport d'activité reprend l'année 2022. Donc, comme vous le savez, en conseil municipal, le 6 décembre 2020, nous avions fait le choix d'ouvrir une procédure de ZAC sur Saint-Christol, puisque ça n'avait pas été le cas jusqu'à présent, avec la volonté de rendre le plus possible les choses publiques et transparentes, et surtout que les choix définitifs du quartier puissent se faire à chaque fois qu'il le faut en conseil municipal. Donc le début d'année 2022 en partie a été concerné ou occupé à cela et à ouvrir une concertation et un bilan de la concertation avec une réunion publique, notamment une rencontre aussi dans le quartier et des registres en mairie. Donc la concertation a eu lieu en 2022 et est reprise partiellement, mais synthétiquement dans le rapport, et vous aviez approuvé le 18 mai 2022 le bilan de cette concertation. Sont reprises également les différents fonciers acquis par la CEMOP, d'abord de la CEMOP à la ville dans le cadre de la convention de l'EPF, puisque vous savez que nous avions négocié un étalement avec l'EPF et que la CEMOP venait, non pas se substituer à la ville, mais la ville achetait, chaque année rembourser une part, et la CEMOP venait rembourser la ville de cette part. Vous aviez suivi aussi plusieurs fois en conseil municipal des ventes de terrain en rapport avec le projet, souvent de la ville à la CEMOP, pour solutionner quelques questions de terrain qui pouvaient se poser pour l'aménagement futur du quartier. Également est repris le foncier de compensation environnementale, puisque ce projet est soumis à compensation environnementale, que la CEMOP a fait massivement le choix de travailler avec la CDC Biodiversité sur ces questions-là pour acquérir ces terrains-là, que le volet compensation environnementale notamment est aussi passé de 30 à 50 ans, ce qui ne sera pas sans incidence sur les bilans futurs de la CEMOP, et où sont annexés évidemment les plans de trésorerie, les bilans prévisionnels et les différents documents qui ont pu être rédigés ou déposés dans le cadre de cette année 2022. Voilà ce rapport d'activité comme je peux vous le présenter. Je peux aussi répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc il s'agit de prendre acte, donc il n'y a pas formellement de vote, donc nous prenons acte que ce rapport a été présenté. L'avis sur les dérogations, c'est le point suivant, au repos dominical, donc c'est quelque chose qui revient, vous le savez, chaque année. Des demandes du secteur d'activité du commerce de détail alimentaire, 8, 15, 22, 29 décembre 2024, celles relevant du commerce de détail non alimentaire, 11 février, 26 mai, 16 juin, 24 novembre, 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2024, les établissements relevant d'activités automobiles, 14 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2024. Donc il est demandé l'avis du conseil municipal.
Je vous propose qu'il soit favorable, mais s'il y a des questions, je les prends aussi. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je vais laisser la parole à René Verdeil pour une décision modificative plutôt d'ordre. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Vous avez eu avec l'ordre du jour et les documents du conseil municipal les éléments de la décision modificative numéro 3 avec la synthèse de façon à ce que les choses soient plus lisibles que la maquette comptable qui est parfois difficile à lire. Donc c'est de l'ajustement comptable avec en section de fonctionnement une atténuation de charges pour 41 000 euros qui est liée, vous savez pas, que nous avons été soumis à des versements pour carence concernant la loi SRU. Nous en avons été exonérés, donc on les récupère et ça nous permet d'accompagner le versement de l'indemnité d'éviction du salon de coiffure dont il a été question tout à l'heure. En section d'investissement, nous avons ajusté à la baisse la taxe d'aménagement puisque on constate que vous savez comme moi et vous entendez certainement aussi que l'immobilier a quelques soucis actuellement, que les permis de construire sont à la baisse. Donc on ajuste la taxe d'aménagement pour 220 000 euros. Nous avons reçu des amendes de police du département de 120 000 euros et une subvention aussi pour la traversée urbaine pour 117 705 euros, ce qui nous permet d'ajuster les crédits de paiement pour l'opération de traversée urbaine pour 117 705 euros. Enfin, il y a une opération pour compte de tiers, c'est un avenant pour maîtrise d'œuvre. Concernant la traversée urbaine, répercutée sur la CAM, donc c'est une opération de dépenses-recettes, nous encaissons et nous reversons 125 000 euros à la communauté d'agglomération. Je précise que les amendes de police sont une subvention du département qui a charge de répartir un volant des amendes de police. Ce ne sont pas les procès-verbaux qui peuvent être dressés en ville, qui rentrent dans les caisses de la ville. Je veux ôter tout fantasme sur ça avant, et surtout, ça fait partie des aides du département dans ce projet, et que l'autre subvention est de la part de l'État dans le cadre du fonds vert pour être totalement complet sur la ligne concernant la traversée urbaine. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette DM? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie et je passe la parole à Daniel Azémar pour une aide aux artisans créateurs dans le cadre du déplacement qu'ils ont fait à Martres-Tolosane récemment. Merci Monsieur le maire. Donc la délibération qui suit a pour objet l'attribution d'une subvention à l'association des artisans créateurs de Pézenas suite aux liens qui ont été établis entre les communes de Martres-Tolosane et de Pézenas en 2022 pour la promotion des métiers d'art. Des échanges d'expositions sont renouvelés chaque année. Ainsi, la Maison des métiers d'art de Pézenas a présenté au public du 1er avril au 27 mai 2023 une exposition de pièces et outils anciens de faïence issus de la collection de la ville de Martres-Tolosane. En échange, les artisans créateurs pissénois seront accueillis sur un stand dédié lors du Salon des Arts et du Feu du 27 au 29 octobre 2023 à Martres-Tolosane. De même, grâce au réseau Ville et Métiers d'Art, les artisans pissénois ont été invités à participer au Salon des Métiers d'Art de Caudry des 14 et 15 octobre 2023. Dans le cadre de sa politique en faveur des métiers d'art, la ville de Pézenas soutient l'association des artisans créateurs fabricants de Pézenas qui a délégué 6 créateurs sur ces salons. Afin de faciliter ces actions et compte tenu des frais engagés, Monsieur le maire propose au Conseil d'accorder une subvention de 1 500 euros à l'association. En contrepartie, les artisans pissénois présents sur les salons disposeront des supports de communication communaux et participeront au rayonnement de la ville de Pézenas. Voilà, je précise que cette démarche d'échange entre villes, enfin, c'est comme elle est en tout cas appliquée avec Martres-Tolosane, c'est pas trop le même dispositif pour l'instant avec Caudry. Mais vous savez, Martres nous invite, on les invite en retour à plutôt séduire Atelier d'Art de France et on va essayer de le mettre en place
à plusieurs étapes dans l'année, sans se fixer un objectif précis, mais que 4 fois ou 3 ou 5 selon les années, on puisse comme ça recevoir une ville labellisée comme nous ou adhérente comme nous au réseau Ville et Métiers d'Art, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des critères et qu'en retour, si elle porte un salon, elle puisse inviter nos artisans d'art aussi à exposer chez eux afin de contribuer à ce que nos talents s'exportent et soient connus ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Je passe la parole à Julie Garcin-Soto pour la charte des devantures des enseignes commerciales, des emprises terrasses et du mobilier. Tout à fait. Donc, vous avez dû avoir la charte et ses 53 ou 58 pages en annexe du dossier. Donc, Monsieur le maire rappelle que la ville de Pézenas, depuis plusieurs années, conduit un programme visant à améliorer et à maintenir la qualité de vie de son cœur de ville. Cette volonté s'est notamment concrétisée par la mise en œuvre dans le cadre de la loi Malraux, avec le secteur sauvegardé en 1965, qui a permis la conservation d'un patrimoine bâti exceptionnel, sa réhabilitation, les façades, sa reconnaissance d'ordre national. Soucieux de développer l'attractivité de notre commune tout en préservant la qualité esthétique et conservatoire de notre site patrimonial remarquable, la ville de Pézenas a travaillé à l'élaboration d'une charte terrasse. Cette charte a pour objectif de rappeler les différentes réglementations pour tous les locaux commerciaux, que ce soit les enseignes, l'accessibilité ou le traitement des devantures. Elle a pour but d'améliorer le cadre de vie et de revaloriser le patrimoine, de contribuer à épurer l'ensemble des façades commerciales et d'harmoniser les commerces les uns par rapport aux autres afin d'apporter une meilleure attractivité pour chaque commerce et je rajouterai visibilité de notre architecture. Elle est un guide pour tous les porteurs des projets souhaitant réaliser des travaux et elle est un outil d'aide à la conception pour tous les commerçants ainsi que pour les services instructeurs qui délivrent les autorisations. Donc, les préconisations de la charte sont directement inspirées des règlements qu'on retrouve nationalement ou localement, avec par exemple une emprise des façades au niveau des terrasses, des façades de l'activité et pas un étalement qui déborde. Voilà, en tout cas c'est une règle qui va être appliquée au maximum, sauf contrainte quand la situation d'urbanisation ne le permet pas. Et la mise en application de celle-ci se fera au travers des arrêtés individuels lors des dépôts des demandes des pétitionnaires. Donc Monsieur le maire demande au Conseil d'approuver la charte susmentionnée au document 6 juin que vous avez dû avoir. Et voilà, s'il y a des questions, je peux y répondre. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet-là? Monsieur Bougel? Juste savoir comment ça a été concerté avec les artisans commerçants, la démarche de charte, comment ça a été partagé et quelles sont les réactions? Alors, ça a été travaillé déjà avec un bureau d'études spécialisé dans ce domaine, qui a travaillé sur la charte terrasse d'Ajaccio, de la Grande Motte, etc. On a travaillé en partant quand même sur les bases qu'avait déjà la ville et les références et par rapport au secteur aux différents secteurs, parce qu'on ne traite pas la place du 14 juillet comme le cours, enfin, tout dépend de la configuration et de l'attractivité aussi des espaces, mais toujours en gardant cette ligne de repère des emprises de la façade. Et évidemment, avant le conseil municipal, ça fait plusieurs années qu'on travaillait dessus. On a affiné au fur et à mesure des années où nous sommes depuis élus. Et nous l'avons présenté il y a 2 mois ou 1 mois et demi aux différents secteurs de la ville. Donc certains, je ne te cache pas, sont plus ou moins... Enfin, ils comprennent tous l'intérêt d'avoir une charte parce que la problématique de Pézenas pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et donc on ne peut pas demander aux services ou aux élus de faire à bon escient, de répondre comme ça, comme il nous semble bon. On est obligé d'avoir un cadre. Donc tout le monde en est convaincu. Le 14 juillet, peut-être plus compliqué, parce que forcément certains ont des emprises quand on applique la règle de l'emprise de la façade, ça peut contraindre à avoir une façade plus petite. Mais on travaille aussi, évidemment, et on a été très clair avec Armand, sur le fait qu'il y a des aménagements comme la place Le Dru-Rollin, la place Gambetta, la place du 14 juillet. Il y a des travaux à faire aussi pour mettre en application. Donc il va y avoir un
un échelonnement de la ville aussi dans les aménagements. Mais voilà. Donc, globalement, comme pour tout, c'est normal. De toute façon, on n'aime pas quand ça change les choses, ou quand ça se modifie. Globalement, quand même, c'est bien ressenti. En tout cas, je ne me suis pas encore fait agresser dans la rue. Voilà. Non, surtout, il y a un engagement de notre part, là où il y a des gros changements, comme place du 14 juillet par exemple, mais peut-être parfois sur juste une terrasse, que si cela doit présupposer de travaux de notre part, et la place du 14 juillet est le bon exemple, puisqu'il faut créer un cheminement piéton qui aujourd'hui entre les platanes et autres n'existe pas, les racines ayant soulevé les pavés, enfin, même des fois poser des tables, c'est compliqué. La charte ne s'appliquerait que si la collectivité avait été capable d'accomplir sa partie à elle, c'est-à-dire de faire le minimum de travaux requis. On ne va pas demander aux gens de repousser leur terrasse ou de la réduire si nous, on n'est pas capable d'amener le confort supplémentaire sur lequel on s'est engagé. C'est la même raison aussi si demain, avec le budget 2024 le permet, que le salon de coiffure dont nous avons parlé tout à l'heure est détruit, ça libère un nouvel espace pour déplacer une terrasse, mais ça ne peut se faire que si nous sommes capables, nous, de mettre les moyens et humains et financiers et matériels pour que nos engagements soient aussi tenus. Et il n'y a plus à avoir des discussions sans forcément de concertation, mais il arrive souvent que des commerçants, soit au rachat, viennent nous rencontrer, évidemment, mais soit parce qu'ils ont aussi des projets de rénovation de leur véranda ou autre, et on a pu à ce moment-là discuter. Il y a des particularités quand même dans cette ville qu'on ne sait pas forcément tant qu'on n'est pas aux responsabilités, mais quand on apprend que la place du 14 juillet est zone rouge et que donc les personnes qui voudraient reconstruire leur véranda ne le peuvent pas en tant que tel, puisque ça serait interdit par le fait qu'elle est en zone rouge. À partir du moment où vous avez un dossier qui arrive, ça fait déjà un premier sujet de discussion et de dire mais on peut évoluer autrement, on peut aussi libérer vos façades ou faire des structures plus légères et peut-être plus esthétiques. Donc il y a eu des discussions aussi comme ça et parfois pour aller voir aussi sur le terrain des changements qui nécessitaient des travaux de notre part, avec toujours à l'idée qu'aussi ça améliorerait le cheminement piéton ou de personnes à mobilité réduite dans la ville, parce que c'est pas toujours très agréable de devoir slalomer entre des tables et des chaises. Je pense que c'est pas non plus agréable pour le commerçant de sentir à un moment qu'il y a de la gêne de part et d'autre. Oui, effectivement, enfin, Armand vient de le dire, mais non seulement dans cette règle générale de l'alignement de la terrasse par rapport à l'activité, le but était que le piéton n'ait plus à traverser les terrasses. Donc il y a vraiment eu une réflexion sur le cheminement piéton, mettre en sécurité le piéton, mais que ce soit agréable aussi de pouvoir traverser, comme il dit si bien, avec une poussette sans être obligé d'être l'attraction des personnes en terrasse. Donc tout ça, mais globalement quand même, ils l'entendent tous, puisque finalement en fait toutes les villes ont une charte terrasse et pas sur ces règles. Donc ils savent aussi que oui, ça a du bon sens. Et puis on a vraiment travaillé pour limiter. Enfin, il y en a très très peu qui perdent des surfaces. On passe pas du simple au double, enfin, loin de là. Voilà. Voilà, est-ce que je peux passer aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Une série de dénominations ou de clarifications. Alors, je vais peut-être traiter le 12 et le 14 en même temps. Le 26 février 2019, le conseil municipal avait proposé et accepté que la cour Zévor soit renommée cour Claude Alberge sans que d'inauguration ait eu lieu. On a été sollicité par les amis de Pézenas nous disant que nous arrivons à un anniversaire de décès de Claude Alberge. Ce serait bien que autour de ces dates-là, il y ait quelque chose de fait ou un lieu dénommé. Donc, il n'était pas forcément informé de ce choix-là. En discutant avec la famille et sur une proposition qui était un peu antérieure aussi de ma part, on a pensé que la place des États du Languedoc, à côté d'Albert Paul Aliès, Claude Alberge pouvait y avoir sa place et surtout nous avions une crainte, c'est que la mémoire collective appelle toujours cour Zévor et pas forcément cour Claude Alberge. Je sais que nous avions eu cette discussion avant, c'est fait en accord avec la famille. Si la famille nous avait dit on garde cour Zévor, cour Claude Alberge, nous serions restés sur ça. Donc, on vous fait cette proposition-là, d'autant que le parvis de l'hôtel de Péra, malgré la copropriété, est toujours un parvis public et n'est pas en copropriété. Donc nous savons que ce parvis restera public. Nous espérons que derrière, il y aura un projet
d'ampleur qui fera revivre l'hôtel de Péra. Donc nous faisons cette proposition-là de dénommer ce parvis-là parvis Claude Alberge. Est-ce que ça... Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. J'en ai fait la proposition officielle lors d'un dernier rassemblement dans la cour de la mairie à la suite d'un assassinat de professeur, mais il me semble que nos valeurs, et ça correspond à l'histoire de la ville, doivent être marquées soit sur des plaques commémoratives, soit dans des noms de rues, et il se trouve que là aussi, le parvis du collège et du lycée appartient à la ville et qu'il nous est apparu opportun de pouvoir le nommer parvis de la laïcité et de commencer avec son inauguration, peut-être dès ce mois de décembre si nous y arrivons, mais peut-être plus tard, une série de transmissions par différents médias, qu'ils soient culturels, enfin cinématographiques, théâtrales, conférences, de pouvoir chaque année avoir un rappel aussi sur ces valeurs qui fondent notre République et sur lesquelles on ne doit pas lâcher et on doit tenir bon. Donc l'inscrire à l'entrée de ce groupe scolaire, enfin cette cité mixte qui relie en plus deux résistants, Jean Ben et Jean Moulin, ça nous paraissait là aussi quelque chose d'opportun. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Le 14 est donc de renommer la cour Zévor, je ne réexplique pas. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Et le 15, c'est simplement une précision de délibération, puisque le 14 mai 2014, le conseil municipal avait décidé de nommer le restaurant municipal Ginette Michel et Pierre Varéa, que depuis, aucune plaque n'a été non plus apposée. Et puisqu'il y a deux salles de restaurant municipal, il nous faut l'autorisation du conseil, qu'une salle s'appelle Ginette Michel et que l'autre s'appelle Pierre Varéa. C'est plutôt simple, ça peut faire sourire aussi, mais il faut que le conseil municipal soit d'accord. Et là aussi, nous avions aussi été sollicités par des personnes qui se souvenaient de Pierre Varéa, et là aussi, je crois qu'on n'est pas loin d'une date anniversaire et qui souhaitaient que quelque chose soit fait, mais je dis, mais ça a déjà été fait en 2014, il suffit de passer simplement à la réalisation des plaques, donc de lieu. Le restaurant des personnes âgées, gardant le nom de restaurant des personnes âgées parce que c'est un bureau de vote appelé ainsi, mais le changement n'est pas interdit, donc peut-être qu'un jour nous le nommerons. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Le 16, c'est la mise à jour de la longueur de la voirie communale. Donc, vous noterez le grand changement de notre voirie communale qui passe de 83 746 mètres à 90 666 mètres. C'est un détail peut-être, mais la loi nous demande de le faire, surtout pour que notre DGF, dotation globale de fonctionnement, soit évaluée en conséquence. Donc, si elle peut augmenter, on dira pas non. Hein, voilà. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie donc tout le monde. Vous avez reçu le tableau des décisions hors commande publique également, le tableau des conventions de mécénat. Est-ce qu'il appelle des remarques de votre part? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Forme. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Nous n'avons pas été informés de la minute de silence dédiée au professeur Dominique Bernard, tué à Arras en octobre dernier. Notre demande ce soir, nous savons qu'il existe un portail dédié aux élus de la majorité qui permet de connaître toutes les dates de réunions et d'événements. Pouvons-nous, s'il vous plaît, y avoir accès ? Je pensais que l'information vous était arrivée. Honnêtement, elle s'est décidée à partir du moment où l'Éducation nationale a dit à une minute de silence. On n'a pas de portail spécifique aux élus. On peut peut-être vous envoyer le calendrier des dates parce qu'il y en a un, c'est ça. Mais je pensais, puisqu'on l'a publié sur les réseaux dès qu'on a pris la décision, surtout l'opportunité a été que c'était, mais là par contre vous étiez conviés, me semble-t-il, c'était le rendez-vous annuel de rentrée avec la communauté scolaire où généralement il y a un buffet dînatoire. Donc on s'est dit à venir à midi et quart à la mairie, c'était l'occasion de faire cette minute de silence ensemble, en plus de la mise à disposition des élus si les établissements le souhaitaient, pour ce qui devait se passer dans les établissements. Alors je vous prie de bien vouloir croire en tout cas à notre bonne foi, parce que généralement, dès qu'on peut vous faire passer des invitations, y compris quand elles ne concernent pas notre collectivité, on le fait parce que c'est simplement normal, on est chacun élu au même titre, donc on y veillera et à vous passer les grandes dates, évidemment. Mais on n'a pas de portail spécifique, hein, vous savez, c'est très empirique, c'est soit un Word, soit un mail qui essaye de récapituler les dates quand on en a le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Sadje.
Oui, bonsoir à tous. Dans le cadre des travaux de l'avenue de Verdun, est-il possible d'envisager pour le magasin, par exemple, de fruits et légumes qui a vu la baisse de sa clientèle, d'avoir un étal sur la place de la République 2 jours par semaine, par exemple, afin de compenser un peu le manque à gagner qui pourrait... Bon, bah, écoutez, on va l'étudier. Honnêtement, c'est pas quelque chose. La demande nous a pas été formulée non plus. On essaye de travailler à ce qu'ils puissent quand même avoir un accès voiture. Ils en ont un par le chemin des Horses d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui peuvent, on va pouvoir regarder si ça passe et comment ça passe. Je parle sous le couvert de Georges qui maîtrise mieux le marché. Micro. Normalement, le jeudi, c'est toujours en cours. Hein. Il y a toujours le marché des fruits et légumes le matin, pour ceux qui veulent bien venir sur la place de la République. Mais donc, un autre jour de la semaine? Oui, aussi, mais on peut le regarder. Il faut veiller aussi à ce que... Enfin, parce que un commerçant du marché m'avait demandé s'il pouvait, il vient l'été, s'il pouvait venir l'hiver. J'avais dit, surtout, il faut qu'on ait un accord des autres primeurs et de la place et du centre-ville pour pas qu'on ait l'impression qu'on crée une concurrence entre eux. Moi, je pense que le monde amène le monde, donc il faut au moins le calibrer sur ça pour pas que ce qu'on attribue d'un côté soit pris de l'autre ou mal pris de l'autre. Généralement, c'est plus de l'information et de l'explication en amont. Ouais, surtout qu'il fait le marché le samedi. Surtout qu'il est sur le marché le samedi. Oui, il fait le marché le samedi, mais là, je pense qu'il a peur d'avoir beaucoup de pertes. Ah, après, il n'y a pas de souci, il faut qu'il nous fasse la demande. De toute façon, je le verrai. Voilà, j'en parlerai avec lui. Mais et pour les antiquaires, envisager un déballage le dimanche, par exemple, tous les dimanches? Bah après, il faut qu'il le souhaite déjà. Ils nous en ont pas non plus fait la demande. 2, il faut aussi que ça passe géographiquement dans l'organisation communale, hein, parce que vous avez été adjointe aux finances. Vous savez que quand il faut commencer à bloquer les rues, les places de parking ou autres, on s'y prend assez souvent à l'avance. Donc il faudrait qu'on monte pas non plus des usines à gaz. Donc il faut qu'il nous explique si on cherchera des solutions au cas par cas, sans créer non plus de précédents ou de conséquences que la ville ne pourrait pas suivre humainement ou financièrement. La possibilité d'utiliser le parking des Cordeliers, je m'excuse Annick, hein. La partie sur le parking des Cordeliers, une partie pour essayer d'avoir un peu de permettre à ces gens-là de récupérer un peu de chiffre d'affaires. Voilà, ou de trouver des solutions. Pour l'instant, ils sont en bout de chantier, donc. Mais s'il y a besoin et si ils sont moteurs d'une réflexion de dire qu'ils ont besoin d'un déballage une fois par mois, une fois par semaine, qui permettrait d'eux, il faut aussi que l'organisation chez eux le permette. Ça veut dire s'installer ailleurs que dans leur local assez régulièrement. Mais tout peut être étudié à partir du moment où ça passe dans un cadre pour nous financier et humain qui est aussi contraint. Et les propriétaires fonciers des commerces peuvent-ils prétendre à une baisse de la taxe, enfin de l'impôt foncier? Je crois pas. Alors je n'ai pas de réponse catégorique. Voilà ce que je vais vous dire. Je crois pas que ça soit possible légalement. C'est ce qu'il faut regarder, mais je suis pas convaincu que ça soit possible légalement. Pour l'instant, on n'a pas avancé ou tranché sur d'éventuelles aides, même aux commerçants, puisque ça n'avait jamais été fait sur des précédents chantiers sur la commune, et qu'il faut aussi qu'on soit sûr que ça soit calibré juridiquement et financièrement. Donc j'ai pas la réponse. On regardera aussi, mais j'ai pas la réponse à l'instant T en tout cas. Et éventuellement donner une marche à suivre si c'était. Oui, si c'est possible ou si c'est le cas, au moins on peut. Mais on l'avait dit aussi aux commerçants, et c'est pour ça qu'on avait annoncé que ces travaux arriveraient suffisamment en amont. Si on peut accompagner à un moment, ne serait-ce qu'auprès de certaines banques pour la trésorerie ou des impôts pour certains étalements, on se mettra à disposition nous aussi, évidemment, des commerçants, artisans du secteur. Et je rappelle, je comptais finir par là, mais puisqu'on évoque Verdun, que souvent il y a un vent d'inquiétude. Alors sur Verdun, nous entendons, et chacun le mesure, que 18 mois de travaux vont avoir un impact, et chacun, je crois qu'on ne l'avait jamais caché, que chacun l'avait compris, même si j'ai l'impression que l'aspiration au projet futur fait qu'ils sont prêts aussi à passer ce tas-là. Je crois qu'aussi, c'est un peu le sens de l'appel qu'on fait en ce moment, mais si nous, chacun individuellement, on se force à conserver nos habitudes qui parfois sont bouleversées parce qu'il faudra marcher un peu plus, aller se rendre dans les commerces qu'on fréquentait, ou au contraire,
de découvrir de nouveaux commerces, voilà, d'avoir un peu de patriotisme local, je l'appelle comme ça, mais de se dire, bon, ben, allez, je me force un peu, il faudra se garer plus loin, ou il faudra peut-être faire un peu plus de voitures, un peu plus de marche à pied, mais je vais aller voir à Avenue Verdun les boulangers, les bouchers, les commerces qu'il y a pour y aller. Je crois que chacun peut tirer ça aussi. Et pour le centre-ville qui peut aussi parfois s'inquiéter, on a essayé de communiquer au mieux. Je crois que souvent la bonne réponse, c'est pas de panique. On a quand même dans cette ville 3 sorties d'autoroute. Donc, qui permet d'éviter l'avenue si on n'a pas à y passer, et 2900 places de parking. Donc, on doit pouvoir arriver à continuer à venir à Pézenas quand on n'a pas la chance d'y habiter, ou à venir en voiture quand on habite un peu loin en centre-ville, et à continuer à consommer à Pézenas. Il faut juste qu'on ait plutôt le message positif que l'inquiétude, et je crois que chacun peut y arriver. Et effectivement, en fait, cette ville est extrêmement bien dotée en axe routier et autoroutier. Et pour l'avenue de Verdeuil, il restera quand même toujours une voie circulable, toujours une place pour les piétons. Quand on aura fini, parce que c'est ça en fait l'enjeu, les tranchées qui sont à 4 mètres de profondeur et qui ne nous laissent pas d'autre choix que de contraindre au maximum pour la sécurité et des ouvriers et des gens qui fréquenteraient l'avenue, on essayera de libérer le plus d'espace possible, et les commerces seront plus visibles que ceux qui paraissent l'être aujourd'hui. Je peux quand même saluer à la fois les entreprises et les services qui, quasiment à la parcelle près, ont essayé de trouver des solutions pour qu'il y ait encore des accès, jusqu'à faire des passerelles sur la voie ferrée, et jusqu'à se dire les travaux on peut un peu décaler pour que la période des fêtes soit pas la même. Et je rappelle que jusqu'au moins en janvier, alors je ne sais jamais si c'est le bas ou le haut de l'avenue, mais de la cave coopérative au carrefour de la Vierge reste à double sens. Donc là aussi, ça permet une circulation quand même sur le quartier depuis Joliot-Curie, Curé, Sarrazin, qui est facilité. Pour l'instant, ça a l'air de circuler, à part aux heures de pointe qui sont un peu complexes, mais ça a l'air de circuler. Mais je crois que voilà, si chaque Picénois se dit, je peux aussi participer positivement à ces travaux, en y allant ou en continuant à aller en ville, même si de temps en temps j'ai un peu de bouchon, on essayera de passer cette période qui est déjà en plus une période avec l'inflation un peu compliquée pour le commerce. Juste vous rappeler, pour ceux qui le souhaitent, que lundi 13 novembre, entre 12 et 14 h, 15 h, 17 h, 18 20 h, il y a des ateliers justement sur la mobilité à Pézenas, le stationnement et autres. C'est une suite du Pézenas des idées. Généralement, on le faisait en même temps que le Pézenas des idées. C'est comme ça que le centre social s'était un peu écrit, et conseil de transition et de patrimoine culturel et matériel aussi. Là, on a souhaité le décaler sur notre formule, et que le 5, le 6 et le 7 décembre, il y a le Noël des seniors, et que les seniors qui peuvent y participer sont invités à s'inscrire auprès du centre social. Voilà pour les annonces dernières que j'avais à faire. Bonne fin de soirée, merci.